tirer sur les cadres. Bon les gars, nous revoilà dans le fameux couloir qui mène à la BRI. Je n'en ai pas eu assez hier, je veux en découdre encore. Il y a le chien qui m'a bien bouffé. Aujourd'hui, vous restez avec moi, il y aura encore beaucoup d'action. Là, j'ai les petits yeux là, parce que les mecs, ils nous laissent pas beaucoup dormir. Ils m'ont fracassé hier, mais j'y retourne. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Attention, je fais du karaté. Attention, ceinture noire. Donc là, dans un premier temps, les mecs, l'interview du grand patron de la BRI. Je lui ai posé des petites questions sympathiques. Et ensuite, grosse journée d'action qui m'attend. Je peux encore reculer là, qu'est-ce que je fais? On toque? Ah, allez. Allez, je prends confiance. Hein. Oh putain. Enfin voilà. Tu m'as fait peur. Je te jure, tu m'as fait peur. Il a ouvert ça comme une brute. Allez, la délicatesse, c'est par là. Je vois que ça va, tu t'es pas dégonflé, tu reviens pour la deuxième journée. C'est ça où vous venez me prendre au saut du lit. Hein. Donc, ça va, pas de blessure, pas de bobo. Pas de bobo, je suis en pleine forme. Pas de cauchemar. Cauchemar? Le chien? Non. Non, tout va bien. Donc ce matin, rencontre avec le Big Boss. Il t'attend pour une petite interview, tu lui poses les questions que tu as envie par rapport à la brigade, tout ce qu'on fait. Voilà. C'est le Dana White de la BRI. Big Boss. Au-dessus? Ah si, il y a le grand directeur, Monsieur Carbon, qui est le grand directeur. Ah, il y a encore au-dessus? Ouais, de la PJ. Voilà, mais lui c'est le Big Boss de la BRI. Ok. C'est Monsieur Thierry Sabot. Allez les gars, suivez-moi et après il y aura beaucoup d'action. C'est parti. J'adore, hein. Monsieur Sabot, bonjour. C'est Greg, ça va? Oui, super. Merci de m'accueillir à la BRI. Avec plaisir. Du coup, première question, c'est quoi la BRI? La BRI, c'est avant tout une unité de la police judiciaire de Paris qui a été créée en 64 pour lutter contre le grand banditisme, lié au fait qu'il y avait beaucoup de braquages de banques à l'époque, peu de moyens de police scientifique. Une fois qu'il y avait un braquage, c'était assez difficile de remonter sur les braqueurs pour pouvoir les interpeller. Le commissaire Lemuel, à l'époque, qui se dit on va prendre le problème à l'envers, on connaît bien notre milieu criminel, on connaît les braqueurs de banques, donc on va s'intéresser à eux, on va les suivre et on va les interpeller au moment où ils vont passer à l'acte et commettre leur braquage. Donc c'était vraiment un renversement de la façon de travailler de la police à ce moment-là. Pour faire ce métier, c'était un métier assez spécifique qui nécessitait des compétences particulières de la part des opérateurs, une grande disponibilité, des capacités physiques un peu supérieures pour se confronter à des individus particulièrement dangereux. Donc on a commencé à sélectionner les gens sur dossier en leur faisant passer des petites épreuves pour vérifier qu'ils étaient bien au niveau. Et du coup, vu qu'ils étaient mieux entraînés, qu'on leur a donné au fur et à mesure du matériel un peu supérieur, on leur a aussi confié des missions de gestion de crise, et notamment de gestion de tout ce qui était forcené, prise d'otages pour la ville de Paris. Ça a été la première unité d'intervention spécialisée en France, avant nos camarades du GIGN et du RAID. Avec l'évolution des années, avec 72, les attentats de Munich, toutes les polices du monde se sont rendues compte qu'il manquait des unités de contre-terrorisme dans la police, et la BRI étant déjà formée aux interventions un peu de haute intensité, aux situations de crise, on lui a confié la mission de gérer aussi le contre-terrorisme pour la ville de Paris. Et puis avec les attentats de 2015, ça a pris encore de l'envergure et la dimension contre-terroriste a encore pris de l'importance, ce qui fait que la BRI a doublé de volume. Aujourd'hui, c'est une centaine de personnes qui font à la fois toujours ces missions de police judiciaire, de lutte contre le grand banditisme, et à la fois les missions de gestion de crise de haute intensité pour la préfecture de police de Paris. Moi, je vais poser des questions un peu bébêtes parce que moi, je connais pas trop ce milieu. Je vois ça à la télé, je me dis, c'est hyper stylé. Bon, de toute façon, la BRI, ça fait fantasmer beaucoup de gens. Est-ce que c'est un mélange entre le bureau des légendes et en même temps de l'interpellation comme le SWAT américain, par exemple? Oui, alors bureau des légendes, non, parce que là, c'est vraiment des services de renseignement qui se projettent à l'étranger pour faire des missions d'infiltration longues. Voilà. Notre métier, c'est celui de films comme 36, Quai des Orfèvres, par exemple, le métier de la surveillance filature sur des malfaiteurs. Au-delà des personnages, la mission, c'est ça, cette mission de police judiciaire, on voit beaucoup dans les films, celle d'être dans la rue, derrière les malfaiteurs, essayer de sentir la situation, quand est-ce que le malfaiteur va passer à l'acte, être là, toujours présent dans l'ombre, et puis la mission d'intervention spécialisée qui est là, en général, dans la lumière, malheureusement, puisqu'on a les caméras souvent
des télévisions du monde entier qui sont braquées sur nous lorsque le pire se produit et qu'il faut intervenir sur une situation face à des terroristes ou face à des individus en crise. D'ailleurs, pour avoir côtoyé un petit peu, c'était le Topaz 40 hier, entre autres. Et si je fais un parallèle avec les films que j'ai pu voir, effectivement, les mecs, ils ont des gueules, ils ont du bagou, ils se chambrent, il y a un esprit d'équipe très important et on retrouve ça dans les sports de combat beaucoup, au rugby, de l'humour un peu potache. C'est vraiment l'idée que je m'en faisais, quoi. Ils sont super accueillants et souriants, quoi. Ils aiment déconner, ça contraste énormément avec le boulot qu'ils ont, qui est a priori hyper anxiogène, quoi. Oui, mais c'est nécessaire. L'humilité et l'humour, c'est vraiment deux choses qui sont indispensables pour faire face au stress maximum. C'est-à-dire que si on se prend pour ce qu'on n'est pas, si on se monte la tête face à une situation de crise, on va jamais se trouver au niveau, quoi. Objectivement, on n'est que des humains face à une situation hors norme. Et donc, si on se met trop de pression, on va à l'échec assuré. Il faut rester humble, savoir d'où on vient, ce qu'on est, le fait qu'on est finalement que des êtres humains mieux entraînés, mieux équipés et mieux préparés à gérer la crise. Il faut garder un minimum de recul. Et se chambrer, ça fait partie de l'école de la vie et de l'humilité. On doit accepter de se moquer des autres, accepter de se moquer de soi-même, parce que c'est ça qui fait retomber le stress dans les situations les pires. Et même dans les pires situations, ça peut paraître absurde, mais des fois il y a un fou rire qui va se déclencher parce qu'il y a besoin de faire retomber la pression, et c'est tout simple. Le grand public, ou même moi-même, à part certains siphonnés du bulbe, on vous prend vraiment pour des super-héros, hein. Ça je vous le dis. Hein. Oui, mais c'est pas le cas. En fait, moi ça fait des années maintenant que je côtoie ce milieu-là en interne, vraiment, on n'est que des êtres humains. Mais des êtres humains avec une mentalité un peu particulière, des gens hyper déterminés, hyper volontaires, hyper dévoués au fait de protéger les autres, et donc qui vont tout mettre en œuvre pour le faire, qui vont s'entraîner plus, ils vont donner un maximum de leur temps, ils vont mettre un peu entre parenthèses leur vie de famille pour pouvoir aider les autres. C'est vraiment cette façon d'être dédié à nos concitoyens qui est importante. La police, souvent, elle subit pas mal de colibets. Je sais pas si c'est pareil pour la BRI. On fait partie des unités qui avons une certaine aura à l'extérieur, et donc on est rarement l'objet de colibets. On fait l'objet de jalousie des fois, c'est naturel. Quand on parle de nous, forcément les autres ont l'impression que du coup on parle pas d'eux, alors qu'eux font aussi un travail au quotidien le policier qui est indispensable. Mais tous les policiers, les policiers travaillent au quotidien pour être au service de la justice et au service de leurs concitoyens. Ils travaillent de manière acharnée dans des conditions qui sont parfois complexes, avec une procédure pénale extrêmement compliquée, et ils donnent de leur temps, une grosse partie de leur vie pour ça. Donc quand ils voient une unité comme la nôtre, dont on va parler dans les médias, et tout, ils se disent oui, mais moi aussi je travaille. Et c'est vrai, moi je leur rends hommage, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire le travail qu'on fait. On a besoin, dans une équipe, de tout le monde, quoi. Dans une équipe de sport, c'est pareil, il y a le buteur, et puis il y a celui qui lui amène la balle pour marquer le but. C'est un peu ça aussi. Et on va peut-être parler que de celui qui est le plus visible, mais il y a tous ceux qui sont derrière et qui sont tout aussi importants dans le dispositif, sans lesquels on ne pourrait pas agir, nous. Vous-même, Monsieur Sabot, vous avez été un policier en activité ? Moi, ça fait bientôt 30 ans que je fais ce métier-là. J'ai quasiment été toujours en police judiciaire, donc dans des services qui font des enquêtes, dans divers services partout en France. Et puis après, je me suis beaucoup, moi, spécialisé dans tout ce qui est le travail d'investigation de terrain. Je suis déjà parti en BRI à Lyon. Je suis allé monter ce qui est devenu la BRI antiterroriste. Après, je suis parti au RAID. Maintenant, je suis à la BRI Paris. Voilà, j'ai vraiment orienté ma façon de travailler sur cette méthodologie-là. Donc vous connaissez le terrain, vous connaissez le travail dans sa globalité. Je connais le travail du quotidien de l'enquêteur de police judiciaire, avec toute la complexité que ça représente, de pouvoir monter une procédure, de pouvoir faire en sorte que cette procédure elle soit jugeable à la fin, identifier les auteurs d'une infraction et pouvoir les emmener devant la justice. Donc tout ce cheminement, je le connais parfaitement. C'est hyper important pour des gens qui font mon métier d'avoir connaissance de toute la chaîne dans laquelle on s'inscrit. Justement, cette criminalité auquel vous faites face, est-ce qu'elle a changé au fil des années ? Est-ce que vous avez vu depuis vos prises de fonction un changement auprès de cette criminalité ? Les changements, il y en a tout le temps. En fait, la criminalité s'adapte à la société, la police s'adapte à la criminalité. Tout évolue en permanence de façon exponentielle un petit peu. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'aujourd'hui la société est plus violente qu'est-ce qu'elle était il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il y avait les brigades rouges, il y avait des malfaiteurs chevronnés.
chevronnés, qui n'hésitaient pas à employer la force. Donc ça existait déjà. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est une espèce de déresponsabilisation des petits criminels, des petits voyous qui n'ont plus de limites et qui sont capables d'une violence maximale, immédiate, pour compenser leur manque de compétences en fait. Là où on avait des malfaiteurs chevronnés qui avaient grandi dans le banditisme et qui avaient donc une certaine technicité en matière d'intervention de voyous, aujourd'hui c'est des jeunes qui passent directement de leur petite bêtise au fait de rentrer chez des gens pour les séquestrer et vu qu'ils savent pas faire, ils utilisent la violence pour compenser quoi. Dans les sports de combat, c'est pareil. Plus on a un mec violent en face de soi, ça veut pas dire que c'est le meilleur combattant. Bien sûr. Ça veut dire qu'il n'est pas très sûr de sa technique et que donc il va compenser par de la force brute, quoi. Vous avez un rapport justement avec la justice ou vous êtes dans l'exécutif et après la justice c'est à part? Alors c'est pas complètement à part, c'est-à-dire que encore une fois c'est une chaîne, ce qu'on appelle la chaîne pénale. Nous on est là pour monter la procédure, identifier les criminels et puis les déférer à la justice. Et ensuite la justice elle est là pour finaliser ce travail-là. Il faut que le travail ait été bien fait avant pour qu'elle soit en capacité d'appliquer la loi et de dire le droit, de dire oui vous êtes reconnu coupable parce que la police a bien fait son travail et qu'elle a amené les preuves que vous étiez coupable. Nous on n'est pas là pour désigner des coupables, on est là pour arrêter des suspects, on les défère à la justice et c'est à elle de faire ce travail ensuite, de transformer le suspect en coupable ou en innocent. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier au sein de la BRI justement? Peut-être une action flamboyante ou des valeurs qui vous sont propres? Et ce qui rend fier quand on est chef de la BRI, c'est les valeurs de l'unité. On n'a que des gens qui sont passionnés par leur métier, qui sont prêts à tout donner. C'est hyper satisfaisant. La principale difficulté pour un chef de BRI, c'est de gérer la surmotivation, contrairement à ce qu'on peut rencontrer dans d'autres milieux. Et après, dans les actions dont on est fier, là, depuis 1 an que je suis chef de la BRI, on a eu beaucoup d'actions et d'affaires assez marquantes. On a beaucoup participé aux affaires d'enlèvement dans le milieu de la crypto-monnaie, par exemple. On a contribué légèrement aux côtés de nos camarades de la BRB à la résolution de l'affaire du Louvre. On a beaucoup travaillé sur la lutte contre les stupéfiants. On a fait une saisie de 2 tonnes de stupéfiants encore il y a quelques semaines. Ça, c'est vraiment la sensation qu'on a qui est extraordinaire dans ce métier-là, c'est d'être utile. On est efficace, on est utile et ce qu'on fait a du sens, quoi. C'est ce qui permet cet engagement. D'ailleurs, ça m'a fait tilt quand je me souviens du film du 36 à des orfèvres, le fameux film. Est-ce qu'il y a des institutions qui vous surveillent justement ou à qui vous devez rendre des comptes? On est sûrement l'une des institutions les plus contrôlées en interne puisqu'on a une inspection générale de la police nationale qui fait un travail phénoménal pour empêcher la présence de brebis galeuses dans notre institution. Souvent, ils ont une image assez péjorative. Moi-même, jeune flic, je me dis l'IGPN... Ce qu'on appelle les bœufs carottes? Ouais, c'est ça, la police des polices, les bœufs carottes, voilà, ça avait une image assez négative. Mais en prenant du recul au fur et à mesure de ma carrière, je me rends compte que, en fait, ils font de la préservation de l'environnement, quoi, pour les policiers. Un policier qui dérape, c'est un policier qui fait du mal à l'institution, à l'image de l'institution, qui fait perdre de la confiance dans cette institution, qui, moi, m'est extrêmement chère. Donc moi, je suis ravi qu'on ait en interne un organe de contrôle qui est assez répressif et qui permet justement d'éviter les dérapages les plus importants. Et je connais pas une seule institution, en France ou ailleurs, qui a un tel autocontrôle de ce qu'elle fait. Est-ce qu'en tant que chef, en tant que gros patron, vous avez une angoisse quand vos frères d'armes partent en intervention? Alors j'ai pas une angoisse parce que je sais qu'ils vont tout mettre en œuvre pour faire les choses correctement. Mais mon rôle à moi sur une situation de crise, c'est justement de déterminer ce qu'il est possible de faire, ce qu'on va éviter de faire parce que ça risquerait de les mettre en danger. Quand je disais, comme chef de la BRI, on gère la surmotivation, on gère des gens qui ont des capacités extraordinaires, qui sont capables de se mettre en danger pour sauver les autres. Et donc mon rôle à moi, c'est aussi de prendre en compte une vision périphérique de la situation, une vision plus globale de la situation, pour pouvoir prendre la meilleure décision pour les orienter dans la direction qui permet d'arriver à notre objectif, c'est-à-dire interpeller le malfaiteur, neutraliser le terroriste, sauver les victimes, tout en préservant mes collaborateurs. C'est vraiment mon rôle de prendre ce recul nécessaire pour éviter de les exposer au maximum. Parce que de toute
toute façon, on va faire la mission, on va prendre des risques. Et moi, mon métier, c'est de calculer les risques. J'ai un adage que je reprends souvent qui est de dire un policier mort ne sauvera jamais personne. Donc, moi, mon but, c'est vraiment que mes gars, à la fin de l'opération, ils rentrent chez eux, ils rentrent dans leur famille et qu'on puisse continuer l'aventure sur la prochaine affaire. Franchement, quand j'envoie mes hommes en opération, ce que je ressens essentiellement, c'est de la sérénité. Parce que je sais que le dispositif est suffisamment bien fait pour qu'on ait pris le temps de la réflexion, qu'on se précipite pas et qu'on se lance dans l'action en sachant où on va et en ayant des risques le plus calculés possible. Et ensuite, j'ai une grande confiance en eux. Donc je sais qu'il va y avoir de l'intelligence collective. Ils s'entraînent au quotidien pour savoir s'adapter les uns aux autres au milieu de la gestion de crise, même sous le feu. Ils savent le faire. Et puis, il y a ce petit grain de talent individuel qui fait qu'à un moment donné, la bonne décision va être prise par celui qui est le mieux placé pour la prendre. Des fois, une fois que l'opération est lancée, ce sera plus moi qui suis en arrière au poste de commandement. Ce sera vraiment mes équipiers devant qui vont s'adapter et prendre la bonne décision. Quand les hommes ont confiance dans leurs chefs et que les chefs ont confiance dans leurs hommes, c'est comme ça qu'on arrive à faire face aux situations les plus complexes. Ok, monsieur Sabot, moi j'étais ravi de faire cette petite interview avec vous. C'est toujours un plaisir. Merci de votre disponibilité. Et puis moi, je vais retrouver c'est vos camarades, comment vous appelez ça? C'est mes collègues, parce qu'il y a toujours une petite distance hiérarchique, oui. forcément. Je suis le grand chef aujourd'hui, donc il y a toujours une petite distance. Mais voilà, c'est vraiment mes frères d'armes, quoi. Et je vais retrouver justement vos frères d'armes pour poursuivre cette belle aventure au sein de la BRI. En tout cas, bienvenue et bon séjour parmi nous à la découverte de nos missions. Et j'espère que ça fera un bon souvenir et une belle vidéo. J'en suis sûr. Merci beaucoup. Merci, monsieur Sabot. Merci. Merci à vous. Bon les gars, on vient de traverser tout Paris là, on était à la BRI. Et là, je ne sais pas où nous sommes, mais on m'a dit que ça allait être intense. En fait, je vous dis à chaque fois la même chose. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais il paraît que ça va être intense. Bon Greg, c'est passé comment avec ce Sabot? Très bien, j'ai été très professionnel. J'en doute pas, comme d'habitude. Non, parfois je fais le con, je fais le zouave. Là, on va te demander encore d'être très professionnel, ok? Comme tu sais, on a un groupe d'intervention. Ça nous arrive comme d'utiliser nos armes de poing, armes longues. Donc, tu me suis, t'es mis un peu l'eau à la bouche, j'espère. Je sens que ça va faire du bruit. Et merci encore au Noël de Sacha qui est partenaire de cette vidéo. Je vous rappelle, le Noël de Sacha, une association qui récolte des fonds et qui lutte contre le lymphome infantile. Merci encore à la BRI. Cette année, on est venu distribuer des cadeaux aux enfants. Légal, Noël de Sacha, le lien est en description. Et tous vos dons sont bien sûr les bienvenus. Allez, on retourne avec la BRI. Allez. Pas peur des armes? Pas peur de... Non, ça va? Tant qu'elles sont pas pointées vers moi. Bien sûr. Sache qu'on pointe une arme que devant une menace. Un individu dangereux qui est armé. On est là, nous, pour secourir, pour aider, pour protéger, de neutraliser si le cadre s'y prête. J'ai une copine corse, elle m'a dit, elle s'est fait braquer une fois, elle m'a dit, tu me braques dessus, t'as intérêt à tirer. Hein? Écoute, t'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti, à toi de jouer. Oh là là. Allez, je t'invite. Oh là là, ouais. S'il vous plaît, messieurs. Je suis gentil. Allez Greg, vas-y, viens. Ça va, c'est pas trop intimidant le... Ah non, t'es mis dans l'ambiance. Vas-y, rentre. N'aie pas peur, donc voilà. Bonjour messieurs. Les amis qui t'attendent avec impatience. Je te mets en main avec Yann, le chef de la SRI. Donc Salut Yann, ça va. voilà, si tu as toutes les questions à lui poser, il est là pour t'expliquer tes interrogations, tes doutes. Ok. Voilà, je te laisse avec lui. Je vais allumer la petite lumière qui va bien. Et bonne séance, et sois bon. Merci Titi. Allez. Tu vas voir. Hop là. Oh, un peu de lumière là, on est mieux. Bon, bienvenue. Merci beaucoup. Tu vas pouvoir participer ce matin à un entraînement d'une partie des effectifs d'alerte. Donc là, tu as une partie d'un groupe d'alerte avec le chef de groupe et ses gars, et renforcé par 3 spécialistes, des piégeurs d'assaut, le technicien et le maître chien. La séance va se dérouler avec Mich, qui est un de nos formateurs, instructeur au tir, qui va prendre la séance en main, sachant que chaque semaine, les effectifs d'alerte tirent à peu près 3 fois par semaine. C'est à minima 200 cartouches à chaque séance.
Je te laisse démarrer ta séance. Allons-y. L'idée, c'est de t'équiper en lourd comme les gars, que tu ressentes un petit peu la problématique d'avoir du poids et un gilet qui gêne un peu les mouvements, et ressentir un petit peu la difficulté. Et tu vois, là, on a des effets lumineux dans le stand qui permettent de recréer des situations un peu stressantes en situation de tir. Ok, je pensais que c'était une lumière qui déconnait. Parce que j'ai la même dans ma salle de bain, ça me saoule. Juste ici, on est dans un stand de tir police, donc il y a quelques règles. Une fois que tu sortiras ton arme, tu resteras toujours le canon en face des cibles. Quoi qu'il arrive, tu ne te tourneras jamais. Très bien. Ok. Ouais. On est bon? Oui. Quand je te dirai, tu sortiras ton arme, tu pourras t'aider, tu verras, tu as un point rouge, tu pourras t'aider d'une aide à la visée, qu'on appelle un red dot. Quand ton red dot, ton point rouge, il est sur la cible, tu mets ton doigt sur la détente et tu fais une action de feu. D'accord. Allez, sors ton arme. Allez, quand tu veux. Il est où le point rouge? Regarde, tu le vois là, normalement. Ferme un œil, tu le vois? Non. Il y en a un là? Attends, je vois. Ouais, il y en a un. Tu vois là le point rouge? Ah non. Sérieux? Non, rien. Mais je suis daltonien après, mais bon. C'est quoi ton œil, directeur? C'est le droit. Ramène-le vers ton œil droit, garde ta tête droite, vas-y, ferme un œil, tu vois? Non. Vous voyez un point rouge, les mecs? Non mais c'est à l'intérieur ici, hein, ici. Non. T'en vois un, toi? Bah oui. Ah, ok. C'est bon, tu l'as? Ah oui, il est énorme. Ok. Allez, tiens bien ton arme, monte bien cette partie-là contre l'arme. Ouais. Ok. Allez, quand tu veux. Ah oui, il y avait un point rouge. Heureusement que t'es là. Faut prendre le coup. Allez, viens, On va aller voir le résultat. Heureusement que t'es là aussi. Hein. Bon, t'es dedans? Hein? Bon, t'en as une qui est partie se balader. Bon, c'était pas très loin là. Il y a rien qui bougeait. On me mettait pas des coups de pression. On passe à la suite? Oui. T'as compris, Rafik? T'as intérêt à bien filmer. Sinon. Tu peux pas tirer sur les cadres. Ouais. C'est illégal. Oui, mais si personne t'attrape. Ils sont tous là pour t'attraper. Je pense que tu vas faire mieux là sur le prochain. À 20 mètres? Bah, je ne sais pas. Ils vont préparer des petites surprises, j'imagine. Après, prends le temps de tirer. Oui. Tu as tiré quand même relativement vite. Prends le temps d'ajuster ton tir et puis ça va le faire. Ben, c'est bien pour un début. C'est bien, tout est dedans. Il a eu un petit peu de mal à acquérir la prise de visée. Puis après, une fois que c'est acquis, c'est parti, quoi. Donc le tir était un tout petit peu rapide, mais bon, voilà, pour une première fois. vous tirez en doublette, c'est ça? Effectivement, nous, il faut qu'on tire très rapidement, mais en faisant preuve évidemment du discernement nécessaire. Effectivement, on a des exercices qui nous permettent de travailler ça. Du tir posé comme ça, c'est pas du tir réel. Ouais, non, c'est pas ce qui se passera dans la réalité pour nous. Oui. Sur ce fusil, tu as une aide à la visée, type Olofsen. C'est le même principe qu'avec l'arme de poing. Regarde, garde ta tête droite, vas-y, mets ta main. C'est où? Vas-y. Là. Exactement. Ta tête, elle bouge pas et c'est ton arme qui monte. C'est lourd, ça, hein? Ok. Et si tu veux, tu pourras soit t'aider de ça, soit avec ton pouce là. Avance la main. Ouais. Appuie une fois dessus et tu vas avoir un laser vert. Ah, d'accord. Et du coup, c'est quoi ça comme fusil? Alors c'est un fusil d'assaut HK416 en calibre 5,56. Tous les opérateurs en ont une. Donc en arme, en dotation individuelle, on a l'arme de poing. On en a deux en fait. Oui. Le Glock 19 ou 17 et le Glock 26, plus un fusil HK416 par personne. Et ensuite, au-delà de ça, en fonction des missions, vient s'ajouter des armes qu'on a en dotation collective. Et les lombaires, ils morflent, ça t'envoie Oui, vers l'avant? tout morphe, mais après, d'où les séances de sport. Ouais. Moi, j'en fais un peu quand même. Allez, on y va. Allez, go. Les pieds parallèles ou jambe gauche devant? Donc tu peux avoir ta jambe gauche devant. T'as pas besoin de te pencher vers l'avant. D'accord. Tu contractes un peu les abdos, tu mets ton Ok. au niveau de ton épaule. Hop. Et quand je te dis, t'envoies les cartouches. Seulement ça, d'accord? Ok. Ok. Dès que t'es prêt, tu peux envoyer. Je vais te le mettre en rafale. Tu prendras un tout petit peu plus bas. Est-ce que ça va Un tout bouger petit ça peu plus bas parce que ça va remonter. D'accord. Ok. Et j'appuie en continu? T'appuies une fois, vas-y, tu verras. Fini. Ouais, ça fait comme ça. C'est parti comme ça. Bah, c'est impressionnant. Alors, coup par coup, c'était bien. Hein. Après, je suis un vicieux, je tape dans la tête. Hein. Parce que le mec, il est agressif, il me pointe son fusil. Ouais, il bouge pas beaucoup non plus. Hein.
Il n'y a pas trop de recul, mais avec la répétition des coups, Oui. bah, ton arme elle continue à monter. Et toi, tu es capable à chaque Non, fois non, bah, l'idée c'est pas de tirer complètement en rafale, c'est d'envoyer des rafales de 3-4, des petites tirs de saturation. Exactement. Tu peux pas le faire en continu au même endroit? Tu ne seras pas au même endroit, dans tous les cas ton arme elle va monter. Après, au point de vue opérationnel, il n'y a pas de gros intérêt. D'accord. Sauf pour faire un tir de saturation, mais qu'on n'utilise que rarement. Et bon, là, je dirais dans la tête, mais vous, quand vous allez en intervention, On ne conditionne pas nos gars chez nous. Nous, l'idée quand même c'est de tirer centre-masse, sauf... ventre? Ouais, la ligne des épaules. Ouais. C'est la ligne la plus large, donc tu seras sûr d'impacter. Après, sauf s'il y a un truc particulier. Si on dit que le mec il a un gilet explo, là il y a d'autres process, il ne faudra pas tirer le centre-masse parce que D'accord. justement, pour pas déclencher la charge. D'accord. T'as déjà eu à t'en servir? Non. Non? Mais tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Et toi, tu es un expert du tir? Je suis moniteur de tir. Après, ma spécialité, je suis au niveau des cordes, Barap? Barap et THP. Et THP, c'est quoi? C'est tout ce qui est tir de haute précision. Sniper. Exactement. Et par contre, C'est j'avais plus entendu mon ami Michael Ilouz, qui est instructeur de tir aussi, il me dit que les effluves, c'est toxique. Bon, D'accord. voilà, il ne faut pas rester non plus toute la journée dans le stand. Non, parce que moi je suis un bobo du centre parisien, donc je mange mon tofu, mon cocktail détox. Donc je me suis dit, ah, Ouais, non. t'as peut-être pas bon non, ménage. non, pas ici en tout cas. Merci beaucoup. Ça aurait fait des vues si j'avais. Non. Tirer sur un cadreur? Ouais, ça va. Ah, le cadreur, ouais. Filmer celui sur lequel je tire. Bien, on va se mettre à 7 mètres. Attends, lâche pour voir. Attends, non, t'as bien raison. Quoi? Je vais pas t'avantager. Je vais te passer le bouclier qu'on utilise au quotidien. Ah, c'est lourd, les gars. Lourd, oui. Ça fait son poids. Sur les différentes crises sur lesquelles on peut aller, en fonction de la mission, on va équiper la colonne avec 2 minimum, donc 2 boucliers, voire 3, 4, en fonction de la surface sur laquelle on va aller. Ça te protège. Sauf les jambes. Sauf les jambes. Alors on a des modèles avec des bavettes qui sont Ouais. des paréclats qui vont venir te protéger au niveau du milieu de la cuisse jusqu'au milieu du tibia. Et ça résiste à tous les tirs. Euh, Avec ce qu'on a c'est tiré ce tout à qu'on l'heure, là appelle du 4+, donc jusqu'à 9 mm, AK-47, etc. Elle n'est pas chambrée, il n'y a pas de chargeur, rien du tout. Ok. Très bien. Là, du coup, il faut vraiment que tu aies un bon verrouillage. Pas trop, parce que sinon tu vas trédire et ça va trembler de partout. Mais il faut que tu aies un bon verrouillage. Allez, envoie-moi 3 cartouches. Là, on va travailler comme on travaillerait en début de colonne. Oui. Donc, au minimum, en binôme. Tu vas avoir un mec, à mon signal, il va se décaler et vous allez traiter la même cible. D'accord. Ok. Top. Top. Et top. Top. Bon, t'as vu ce matin, t'as travaillé avec la colonne avec du tir, voilà, de l'analyse, du discernement, t'as vu la manip des armes, De poing. armes longues. Là maintenant on va monter un peu crescendo, tu vas être en contact avec la colonne sur des cas assez particuliers. Tout le monde là on va demander de suivre strictement les conseils qu'il va te donner, d'accord? Ça peut être dangereux comme le. Ça peut être dangereux, mais dans tout exercice, il y a de la dangerosité, d'accord? Il faut surtout respecter les consignes. D'accord? C'est un peu comme un combat ou quoi qu'il arrive. C'est dangereux, il y a des consignes, des fois pas de coups de coude, pas de coups de genoux mal placés. Là, ça va être pareil, tu écoutes bien les consignes. D'accord, d'accord. Tu vas me suivre. Contre monsieur. Pas encore. C'est Adrien, c'est lui Enchanté. le Bonjour, responsable de tout ce qui de va la se passer séance cet après-midi, du jour. de la séance. Voilà. T'es entre bonnes mains. Moi, je suis là en observateur et je te dis bon courage, bonne chance. Et Je te dis merci ou pas, Titi, du coup? on verra tout à Ça, l'heure. on fera le point après. Parce que c'est toi qui as organisé tout ça. Et un mot, bonne chance. Bienvenue parmi nous. On est ravis de t'accueillir. Merci beaucoup. L'idée, c'est de toucher un peu du doigt ce que nous, on fait au quotidien sur nos phases d'entraînement. L'idée aujourd'hui, c'est de brosser un petit peu quelques situations qu'on sera amenés à rencontrer, nous, dans la vie de tous les jours. On va te mettre en situation. Donc aujourd'hui, tu vas jouer à la fois le méchant et puis peut-être que tu feras aussi, t'intégreras à la colonne pour voir un petit peu l'autre point de vue. Encore le méchant, parce que l'autre fois j'ai joué le méchant et il y a un chien qui a failli me manger. Ouais, mais finalement, je pense que ça te correspond assez bien. Le méchant? Ouais, t'es assez bien dans le rôle, t'as le physique, voilà.
T'es fait pour ça. Donc si ça te va, bah écoute, on va pouvoir se mettre en position. Est-ce que j'ai le choix du coup? Pas spécialement. C'est ça, hein? Voilà, effectivement, on voyait pas ça autrement. J'ai l'impression que quand la BRI te propose quelque chose, il faut dire oui. Alors nous, on travaille avec de la munitions, donc c'est des armes qui tirent des petites billes de peinture, Oui. mais qui peuvent être, qui peuvent créer vraiment des dégâts, notamment sur les yeux. D'accord. Donc, c'est pour ça que tout au long de l'exercice, il y aura toujours une protection balistique, un masque en l'occurrence, qui te protégera le visage et les yeux. Mon doux visage. Exactement. Ce serait dommage d'abîmer. T'es passé au travers pendant ta carrière, ce serait dommage qu'à la BRI, tu repartes amoché. Si beau Picasso, faut pas le. Vous remarquerez que je fais moins le malin dans la vidéo avec la BRI que d'habitude. Donc l'idée c'est qu'aujourd'hui, petite mise en situation, toi tu vas jouer le preneur d'otage. En l'espèce, t'es un mec qui vient de se faire virer de sa société et qui vient régler ses comptes avec La directrice. Avec la DRH qui l'a viré. Un peu de ressentiment, beaucoup même, non? C'est déjà avec des mecs virés face ça? C'est arrivé. Oui. Abonnez-vous. Non, je viens t'acheter, il y a un bon état d'esprit. Merci mon frérot. Ah, c'est toi le médecin? Ouais, ça va, ça. Il y a écrit médecin en gros et tu dis c'est toi le médecin. T'es médecin vraiment? Et tu fais partie de la BRI? Oui, c'est ça. Donc t'as passé les 2 formations? Nous, on a un cursus de spécialiste. Ouais, ouais. Médecin à la base, militaire pour la plupart, chez les pompiers de Paris. Et toi t'as quoi comme diplôme? J'ai eu le bac mention, pas de mention. Moi j'ai eu mention, t'as de la chance. T'as eu combien au bac? Ouais, j'ai eu 10,5. Moi j'ai eu 11,3 je crois. Ah non, j'ai eu 11,4 pardon. Arrête de mentir, j'ai eu 11,8. Oui, bah combien j'ai dit que j'avais 12? 12,5. Ça va pas me boum dans la gueule? Non. Parce que je sens que le nez n'est pas loin du bazar. Si je me tords la cheville, je peux pas faire. Hein. Eh les gars, c'est parti pour l'UFC 326. Charles de Oliveira contre Max Holloway pour la ceinture du Best Motherfucker. Ok, donc bien sûr les mecs, on parie avec Unibet jusqu'à 100 € de bonus si c'est votre premier pari avec le code Greg. Donc on parie un tout petit peu les mecs. On se met pas en PLS pour parier bien sûr. Donc le Best Motherfucker. Je pense que ce sera Max Holloway. Poussez-vous les enfants. On n'oublie pas, on part avec Unibet. Et moi je retourne à la bagarre. Donc voilà la DRH. Fred livraison? Ouais, pas de livraison. Est-ce qu'on te l'a fait de temps en temps? Ah, il y a les boutons. Ok. Non, je disais que ta coiffure t'allait très bien. Quel charmeur celui-là alors. Ici, tu as donc un Glock 6 munitions qui est chambré. Voici les fameuses billes de peinture. Je vais pas tirer sur les gars quand même. Charge à toi, tu verras. En Arrête. fonction. Voilà. En tout cas, sache que tu as la possibilité. Donc, bien entendu, les règles de sécurité, le doigt toujours le long. Du pontet sur la carcasse. Et simplement, tu mettras le doigt sur la queue détente au moment où tu voudras faire feu. On va pas se tirer dessus. Ça, c'est l'avenir nous le dira, c'est la situation qui. Le terrain commande. L'autre jour, j'ai boxé. Ouais. On a fait la filature. Ouais. On a fait le chien. Ouais, absolument. Mais on va pas se tirer dessus. Ça upgrade gentiment. Pas avec la BRI, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, mais tout va bien se passer. Tout va bien se passer. C'est à moi que tu parles là? C'est à moi que tu parles, enfoiré là? Tu sais qui je suis moi dans le quartier? Tu sais qui je suis? Je suis un fou. Tant mieux, c'est ce qu'on attend de toi. Et puis, voilà, tu devras faire face à une colonne qui est censée libérer notre ami DRH. Donc l'exercice commencera dès lors que je crierai Debex. C'est des billes de peinture, donc le tir est aléatoire. Et a priori, il n'y a pas une précision comme sur des armes réelles. Et normalement, à cette distance, quand ils vont tirer, ils vont te toucher et rapidement, on verra de toute manière avec ta... Je suis un tireur de précision justement. On m'appelle, tire qu'une fois. D'accord. Pourquoi tu m'as renvoyé? Allez, fais-la lever, lève-la, allez, Vous tirez dessus? Oui. Où? Ça t'a impacté ici.
Là. Est-ce que toi, tu as pu faire quelque chose, tirer? Ça va aller? Tu as besoin d'un psy, tu veux une épaule pour pleurer? J'ai eu peur. On appelle le doc. Soutien psy. Donc voilà, ça te donne un peu une idée de l'action d'une colonne. Qui m'a tiré dessus du coup? Le coupable se trouve par là. C'est toi? T'as tout mis dans le... J'ai pris les impacts, j'ai senti dans le casque. Normalement, c'est à peu près toute la zone frontale. Tout dans la gueule. Et il est arrivé vers moi avec le bouclier. Ah, ils font flipper les mecs. Ça va les gars? Elle a rien compris. Vite. Je n'ai rien vu de ce qui s'est passé. C'est en tant qu'otage, je me suis retrouvée dans le noir, quoi. Je me suis sentie attrapée, sécurisée. et puis- L'idée, c'est vraiment la fulgurance, agir très vite pour figer la situation le plus rapidement possible et neutraliser l'individu. Impressionnant. Et les autres, ils étaient là au cas où? Bah, oui, c'est-à-dire qu'on intervient toujours en colonne constituée. Donc nécessairement, vu la config, c'est les premiers de colonne qui auront un rôle majeur à jouer. À la BRI, j'avais rencontré aussi les négociateurs. Ils me disaient qu'eux, avant, d'abord c'est eux. Systématiquement, il y aura toujours une phase de négociation. Voilà, on va toujours privilégier le dialogue, une reddition. Maintenant, il se trouve que des fois, le négociateur nous explique qu'il n'arrivera pas à faire sortir l'individu. Auquel cas, il faut bien à un moment donné résoudre la crise. Merci les gars de risquer votre vie pour les citoyens. Hein. Donc ça, on le dit souvent d'ailleurs, parce qu'on ne va pas se mentir, BRI, vous êtes l'élite et vous m'avez offert une magnifique démonstration. Et je pense que ceux qui sont derrière leur écran apprécieront aussi, même s'ils n'ont pas vécu de l'intérieur, mais ils l'auront vécu à travers mon expérience. Hein. N'oubliez pas le pouce bleu les gars. On s'abonne à la chaîne et puis bravo à tous ces policiers d'élite qui nous protègent au quotidien. C'est pas fini. Hein. C'est pas fini? Allez. Ah, c'est pas fini? Putain, j'étais bien là, c'était... Ah oui, non, c'est pas fini? Non, c'est pas fini. Allez, go. Parti. C'est pas... Tu la fermes. Fais pas le malin. J'ai une vraie arme. C'est du vrai. T'as compris, mon pote? C'est du vrai, ça, mon pote. C'est du vrai. Est-ce que t'es blessé? Non. Ok, c'est bon, je peux décaler. Allez, c'est bon, on peut y aller. Venez, on va sortir de là. Tes impressions? Non, je ne prendrai pas cet appartement, il est beaucoup trop bruyant. Ah, trop bruyant? Oui. J'imagine qu'on verra à la caméra, mais j'ai dû danser, on aurait dit une danse, la lambada, j'ai fait la lambada. Voilà, l'idée c'était que tu touches un petit peu du doigt à ce qu'on fait nous et les moyens qu'on est susceptible d'utiliser. Est-ce que tu as vu ma réaction, blague à part? Non, alors j'ai pris ce privilège. Alors ça ressemblait à ça? Ouais. Est-ce que les fous, ça ressemble à ça un peu? Chacun réagit différemment, mais c'est vrai que ça fait toujours son petit effet. Oui. Malgré tout, il y a un vrai impact psychologique. Ah oui. Donc, ça pète dans tous les sens, tu fais, qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà, c'est ça. C'est le 14 juillet, mais en avance. Et après, je suis encore décédé, ils m'ont refait le même coup, sans mon vers moi. Voilà. Qui m'a dézingué cette fois-ci? C'est toi donc? Non. Si. Non. Si, c'est psychologique, c'est le premier qui l'ouvre, qui dit que c'est pas lui. Non, mais c'est le même que tout à l'heure. Hein. Là, en l'espèce, aujourd'hui, lui, il est porteur du bouclier, donc on va privilégier l'entrée d'un mec qui est protégé par un bouclier. Oui. Et nécessairement, c'est lui qui va se retrouver en priorité face à la crise. Je crois que c'était toujours le même qui était en première ligne. Après, on essaye aussi de jouer en fonction des gabarits, forcément. Un mec qui fait 2 mètres, ça va être plus compliqué derrière pour un mec qui sera plus petit. Et puis j'y pense, j'étais prévenu, j'avais les boules caisses. Ouais, bien sûr. Quand t'as pas les boules caisses, mais... Oui, c'est ça, c'est toujours ce que je te disais, on essaie de chercher la sidération chez l'adversaire pour essayer de gagner cette petite seconde qui va nous permettre ensuite de mener à bien l'interpellation. Moon, qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer à la BRI? C'est un service un peu à part, dans le sens où, comme l'indique la BRI, on a une double casquette, on fait à la fois de la police judiciaire et à la fois de l'intervention, donc c'est un service relativement excitant qui m'a justement donné envie de l'intégrer. Il y a des affaires sur lesquelles on attache une attention toute particulière quand on s'attaque un peu aux personnes vulnérables, on prend les dossiers à cœur.
et on essaie de mettre un terme à ce genre de méfaits. Salut Tonio, est-ce que tu peux nous parler du rapport que tu as à ton travail avec ta famille? Est-ce que ça les dérange et est-ce qu'ils ont peur pour toi? Alors moi, ma famille a toujours été au courant que je voulais intégrer une unité comme la BRI. Je suis rentré dans la police pour ça, donc elle a toujours respecté mon choix et elle me soutient pleinement dans ma démarche. J'ai une anecdote qui me vient à l'esprit, c'est la libération d'un otage suite à un enlèvement et une séquestration sur fond de crypto-monnaie. Donc c'est une victime qui avait été séquestrée pendant plusieurs dizaines d'heures et on a libéré cette victime après des actes de torture. Ça a été ma plus grande réussite au sein de la brigade, parce qu'on intègre ce genre d'unité pour sauver des vies, et là ça a vraiment été le cas. Oui, c'est une affaire qui a été un peu médiatisée, j'en ai eu vent. Merci à toi Tonio pour ton courage et ton dévouement pour nos citoyens. Merci à toi. Merci. Salut Cyclope, la question très, très basique et qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est pourquoi ce surnom Cyclope? C'est une longue histoire, c'est un petit rappel durant mes sélections sur l'épreuve de combat où j'ai fini blessé à un œil. J'ai fini mes sélections les 48 dernières heures avec un œil que je ne pouvais pas ouvrir, et donc j'ai hérité du surnom de Cyclope tout naturellement. J'imagine que les sélections sont rugueuses et c'est sans doute un euphémisme, j'imagine. On peut le dire, ouais. Après le but c'est de gratter le vernis du bonhomme pour voir ce qu'il a un peu en dessous, et ça fonctionne bien. Et justement, est-ce que le vernis craquelle lors des interventions qui peuvent être choquantes? Est-ce qu'il t'est arrivé justement, à toi aussi, d'intervenir? Il m'est arrivé d'intervenir, bien sûr, ça fait partie du métier, c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi. Après le vernis, non, ça craque pas pour l'intervention. On est tous recrutés sur des critères spécifiques, on a tous aussi du vécu, à la fois professionnel et personnel. Et c'est tout ça qui fait que sur l'intervention, on tient. Et tu aurais peut-être une anecdote sur une intervention, quelque chose d'assez marquant? En affaire marquante pour nous, je pense, je parle au nom global, mais souvent les affaires qu'on préfère sur le domaine de l'intervention, c'est la libération d'otages. C'est là où on sauve les vies concrètement, donc c'est la quintessence de la mission d'intervention. Donc en libé d'otages marquante, oui, on en a vécu tous plusieurs. J'en ai fait une qui était en effet marquante parce qu'elle rappelle un peu la vidéo qu'on vient de faire ensemble avec une entrée dynamique, avec emploi de grenade, etc. Je me suis retrouvé à rentrer en premier dans la pièce avec le preneur d'otage qui était couteau sous la gorge de l'otage, un truc un peu punchy. Et donc c'était une intervention qui s'est bien déroulée. L'otage sain et sauf, le preneur d'otage neutralisé sans usage d'armes. Et c'était une belle intervention. J'imagine que suite à cette intervention, tu ne dors pas de la nuit? Si. Tu dors, tu récupères, et le lendemain tu continues, tu fais autre chose, mais tu te poses des questions sur ce qui aurait pu mal se passer. Tu dors mal, je pense, si ça se passe mal. C'est pour ça qu'on travaille, qu'on est sérieux, qu'on s'entraîne sérieusement, pour éviter que ça se passe mal, et pour pouvoir bien dormir justement. Merci beaucoup Cyclope pour ton travail, merci. Titi, mon poisson pilote, tu as été membre de l'unité qui est allée au Bataclan, c'est un moment historique, à la fois dans sa dureté qui a marqué le cœur des Français et aussi un moment historique que vous avez gravé par votre courage. Qu'est-ce que tu retiens justement de cette date funeste du Bataclan? Cette date, elle est marquée à vie pour nous, tous les opérateurs. C'est vrai qu'on s'entraîne pour ça, tous les jours. Et le jour J, il faut être là, il faut être présent. On sait que c'est l'horreur dans la salle. Il y a des morts partout, il y a des blessés partout. On a une mission première, on sait, c'est de la sécuriser. Plus vite on va la sécuriser, plus vite on pourra venir en aide aux blessés. Après, ce que je retiens, c'est que là, on voit ce que c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire que tout seul, tu fais rien. Et là, on était, comme on appelle maintenant, des frères d'armes, on était en rouleau compresseur, on n'a rien lâché. Il y avait des gens déterminés à faire du mal, il y avait une colonne déterminée à faire du bien. Donc voilà, c'est sûr que c'est une date qui restera ancrée pour nous tous, les opérateurs, et pour tous les gens qui font ce métier-là, tous les forces spéciales. J'ai pu ressentir une camaraderie sincère, franche. Est-ce que c'est quelque chose qui vous permet de tenir au quotidien avec cette pression que vous avez sur vos épaules? Je pense que c'est le naturel. La pression, elle est là, on sait qu'on va avoir des situations très tendues. Et ce que tu as vu, c'est nous, c'est pas surjoué, c'est ce qu'on est vraiment. C'est-à-dire, dans la vie, on est comme toi, moi, détendu, on est bien se chambrer, on est bien déconné. Et par contre, quand il faut partir au charbon, comme toi, je pense que voilà, tu passes en mode compétiteur et nous, on va passer en mode faut y aller, quoi. Tu vois. Mais au moins, ce qui est bien en immersion, tu as pu voir qui on était et qu'on a bien la tête sur les épaules et on n'a pas un ego surdimensionné. Voilà, ce qu'on aime, c'est la vie aussi, quoi. La vie, c'est ce que tu aimes, effectivement. Et
Comment tu vois ta vie après la BRI? Parce que tu n'es plus très jeune, la retraite avance à grands pas. Est-ce que tu as déjà des perspectives d'avenir après la BRI? Alors là, c'est quand tu joues la Ligue des Champions, tu es encore dans une équipe comme Paris, club de mon cœur. Non, franchement, j'y ai pas pensé pour le moment. C'est-à-dire que étape par étape, on verra par la suite. Le jour viendra, je pense que je le saurai. Il ne faut pas faire, comme on dit, l'année de trop. Quand il faudra partir à la tête haute et avec le devoir accompli. Tu vois ce que je veux dire? Après, voilà, après le futur, on me dira ce que je ferai après. Merci beaucoup Titi, et ce merci, il vient de ma part, de mes cadreurs, et je pense, sans me tromper, de tous les Français. Merci beaucoup. Merci à toi. Eh ben, je réitère mes remerciements à la BRI. Merci, c'est très On a fini la journée là? En ce qui me concerne, oui. Oui. Pour cet atelier. Qui veut faire un combat de cage en 1 contre 1? Ah, tout de suite là, ça se bouscule un peu moins. Il sort son gun. J'ai vu meilleur comme accueil. Hein. Meilleur accueil. Et moi, quand c'est fini, c'est le coup de boule. Bam!